Des millions d'Américains vont ouvrir ChatGPT dans les 10 prochaines minutes, et la plupart d'entre eux pensent que cela rend les choses pires. La moitié du pays utilise l'IA aujourd'hui, mais seulement 16% des Américains pensent que ce sera bénéfique pour la société. C'est le niveau d'optimisme le plus bas jamais enregistré lors du lancement d'une grande technologie. Les personnes qui développent l'IA la qualifient de plus grande avancée de l'humanité. Les personnes qui l'utilisent décrivent quelque chose qui ressemble plutôt à une prise d'otage. Alors, comment la technologie la plus rapidement adoptée de notre époque est-elle aussi devenue l'une des plus détestées ? On pourrait s'attendre à ce que ce soit les générations plus âgées qui résistent à la nouvelle révolution de l'IA. Après tout, chaque nouvelle technologie a rencontré de la résistance de la part de ceux qui n'ont pas grandi avec elle. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les plus grands utilisateurs de l'IA sont les Américains, de discrime moins de 30 ans. Ils l'utilisent pour les devoirs, les candidatures à des emplois, la programmation, le brainstorming, et comme substitut à Google. Selon tous les indicateurs, ils devraient être les plus grands fans de l'IA. Au lieu de cela, ils en sont parmi les plus grands critiques. Une étude de Gallup a révélé que la part de la génération Z qui dit que l'IA les met en colère est passée de 22% à 31% début 2026. Et selon Pew Research, 40% des jeunes Américains ont déclaré que cela rendrait le pays pire plutôt que meilleur. Mais ce n'est pas seulement une histoire de la génération Z. La confiance dans l'IA s'effondre partout aux États-Unis. 2/3 des personnes pensent que son développement va trop vite. 59% ne font pas confiance aux entreprises qui la développent, et la plupart ne croient pas que le gouvernement puisse la contrôler. Pourtant, les gens continuent de l'utiliser. ChatGPT à lui seul est utilisé par 44% des adultes américains, soit plus du double de sa part en 2023. C'est le paradoxe de l'IA. Alors pourquoi l'adoption continue-t-elle d'accélérer alors que la confiance ne cesse de chuter ? Pour la plupart des gens, ce n'était pas vraiment un choix. Les entreprises ont commencé à l'intégrer dans leur processus de travail. Les écoles l'ont ajouté aux devoirs. Les applications et les moteurs de recherche l'ont affiché comme une fonctionnalité principale. Les gens n'avaient pas d'autre choix. On leur a imposé. L'IA n'a pas gagné leur confiance. Ils n'ont pas d'autre choix. Ce changement s'est produit si progressivement que la plupart des gens n'auront à peine remarqué, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement partout. Au moment où vous ouvrez Google et que vous cherchez quelque chose, vous tombez sur un bloc de texte rédigé par l'IA, qui répond à la question avant même que vous n'atteigniez les résultats de recherche. L'entreprise censée vous aider à trouver les informations décide maintenant de ce que vous voyez en premier. Et ça marche. 60% des Américains disent lire régulièrement les résumés, parce qu'il n'y a aucun moyen de les éviter. Au moment où Google a commencé à répondre lui-même à la question, l'expérience a changé. Et plus Internet se dégradait, moins les gens lui faisaient confiance. En 2021, 37% des Américains déclaraient que l'essor de l'IA les inquiétait plus qu'il ne les enthousiasmait. En 2025, ce chiffre était monté à 50%, même si la plupart des gens n'avaient pas été personnellement affectés par l'IA dans leur vie professionnelle. Cela allait bientôt changer. En avril 2025, Toby Lutke, le directeur général de Shopify, a publié une note à son personnel. Avant qu'une équipe puisse demander un budget plus important ou un nouvel employé, elle devait d'abord prouver qu'une machine ne pouvait pas faire le travail. Lutke a insisté sur le fait que l'utilisation réfléchie de l'IA était désormais la nouvelle norme attendue. Shopify n'était pas la seule entreprise à miser entièrement sur l'IA. La plateforme d'apprentissage des langues Duolingo a suivi. Le PDG Louise von Hahn a annoncé à son personnel que l'entreprise allait adopter une stratégie IA d'abord. Elle s'appuierait sur l'IA avant d'embaucher, réduirait le nombre de sous-traitants et prendrait en compte l'utilisation de l'IA dans les évaluations de performance. En une semaine, 148 nouveaux cours ont été lancés. C'était un travail qu'il aurait fallu des années au personnel pour développer. La même mise en œuvre de l'IA est apparue chez Box, chez Fiverr et dans d'autres entreprises. La formulation a à peine changé. Il faut faire tourner le logiciel avant de demander de nouveaux recrutements ou des fonds supplémentaires. Puis il y a eu une levée de bouclier. Les utilisateurs de longue date de Duolingo se sont filmés en train de supprimer l'application, en signe de protestation. Le personnel a commencé à demander s'il fallait bien utiliser l'IA ou simplement l'utiliser. Presque un an plus tard, Louise von Hahn est revenu sur sa décision. Il a reconnu que le code écrit par l'IA était difficile à déboguer et que les leçons n'étaient pas fiables. Mais le mal était fait, et ce n'était que le début. La peur que l'IA prenne des emplois est réelle. Ainsi, à l'été 2025, un économiste de Stanford nommé Eric Brynjolfsson a décidé de se pencher sur la question. Son équipe du Digital Economy Lab a récupéré les dossiers d'ADP, l'entreprise qui gère la paye de millions de travailleurs américains, et a étudié qui avait encore un emploi mois après mois. L'impact de l'IA était réel, mais pas là où les gens s'y attendaient. Les résultats ont montré que les travailleurs âgés de 22 à 25 ans, dans les domaines du développement logiciel et du support client, avaient diminué d'environ 13% depuis la fin de 2022. Les travailleurs de plus de 30 ans, dans les mêmes fonctions, sont restés stables, voire ont augmenté. Ce sont les personnes qui viennent tout juste d'entrer qui étaient exposées au risque d'être évincées par l'IA. Certains d'entre eux même pas du tout. Revelio Labs, qui suit les embauches dans l'ensemble de l'économie, compte environ 35% d'offres d'emploi de niveau débutant en moins depuis le début de 2023. Une fois que les employeurs ont vu ce que les meilleurs modèles pouvaient faire, beaucoup ont arrêté de recruter des diplômés. Ce gel m'est apparu dans les données de paie qu'un an ou deux plus tard. L'équipe de Brynjolfsson a constaté que lorsqu'une entreprise utilisait l'IA pour prendre complètement en charge une tâche, l'emploi parmi les jeunes travailleurs diminuait. Lorsque l'IA était utilisée pour rendre une personne plus rapide, l'emploi restait stable et parfois augmentait.
Même technologie, résultat opposé. Tout se résume à une seule décision. Une entreprise utilise-t-elle l'IA pour remplacer un travailleur ou pour l'assister ? Près du bas de l'échelle salariale, le remplacement l'emporte. Salesforce a gelé une grande partie de ses embauches de débutants pendant un certain temps et a attribué à sa propre IA le travail effectué par les diplômés. Les économistes de Goldman Sachs ont constaté les résultats. Les grands noms ne faisaient même plus semblant. Mais tous les paris n'ont pas payé. Klarna, la société de paiement différé, a passé 1 an à se vanter que son chatbot faisait le travail de centaines d'agents et qu'elle avait arrêté d'embaucher du personnel. Ils ont ensuite admis que le bot offrait un service de moindre qualité et ont recommencé à embaucher des humains. Mais certaines entreprises n'ont pas vu cela comme une raison de ralentir. Elles y ont vu une raison de viser plus bas, et le sous-traitant était dans la ligne de mire. Un rapport du MIT sur l'IA dans les entreprises a révélé que l'IA élimine les postes externalisés et contractuels, et non le personnel à temps plein. À la mi-2025, l'entreprise d'étiquetage de données Scale AI a licencié 200 employés et mis fin à ses relations avec 500 sous-traitants. Ce même rapport estimait que la part des emplois que l'IA peut déjà accomplir s'élève aujourd'hui à environ 3% et prévoyait une augmentation à long terme. Les diplômés ne perdaient pas face à des personnes ayant un meilleur CV. Ils perdaient tout court. Il n'y avait pas d'emploi. Début 2026, la moitié des membres de la génération Z en emploi déclaraient que les risques de l'IA au travail dépassaient désormais ses avantages, soit une augmentation de 11 points de pourcentage en seulement 1 an. Et lorsqu'on leur confie le même travail, 69% font massivement confiance à la version humaine, plutôt qu'à celle de l'IA. Toute une génération passe désormais ses journées à former la technologie qui remplace les emplois dans lesquels ils essaient de faire carrière. Les emplois perdus sont assez faciles à mesurer, mais le ressentiment ne se limite pas à l'argent. En juillet 2024, il a suffi d'une surtension dans le nord de la Virginie pour que près de 60 centres de données soient déconnectés du réseau. Environ 1500 mégawatts de demandes ont disparu instantanément. Les opérateurs sont précipités pour maîtriser la surtension, avant qu'elle ne provoque d'autres dégâts. Pendant quelques secondes, le pôle de centres de données le plus dense du pays n'existait tout simplement plus. La Virginie compte plus de ces bâtiments que n'importe où ailleurs, et en 2023, il consommait déjà environ 26% de l'électricité de l'État. C'est pourquoi une seule variation de tension peut secouer tout le réseau. Chacun de ces bâtiments dégage énormément de chaleur. Une question posée à un chatbot consomme environ 2,9 Wh. C'est à peu près 10 fois plus qu'une recherche web classique. Pris isolément, ce n'est rien. Mais personne ne pose qu'une seule question. Multipliez cela par des milliards de questions chaque jour, tous les jours, dans des entrepôts qui ne s'arrêtent jamais, et cela atteint 183 TWh par an. Cela représente environ 4% de toute l'électricité consommée dans le pays. Cela représente déjà 540 kWh consommés chaque année en votre nom, que vous ayez utilisé un chatbot ou non. Et les prévisions ne cessent d'augmenter, allant jusqu'à 17% de l'électricité nationale d'ici 2030. Plus de 40% de l'énergie alimentant les centres de données provient du gaz naturel. Avant la fin de la décennie, ces bâtiments devraient consommer plus d'électricité que tout ce que le pays utilise pour produire son acier, son ciment, son aluminium et ses produits chimiques réunis. Une ligne à haute tension prend jusqu'à 8 ans à construire, ce qui signifie qu'un cinquième de ces projets de centres de données va se heurter directement à une pénurie d'électricité. Pour couvrir le coût de ces lignes supplémentaires, les compagnies d'électricité s'adressent aux régulateurs pour demander plus d'argent aux consommateurs ordinaires. Cela signifie que vos dépenses mensuelles vont augmenter d'ici 2030, simplement pour maintenir l'alimentation électrique d'un centre de serveurs situé à quelques kilomètres. Vous n'avez pas laissé vos lumières allumées, ni augmenté la climatisation, mais votre argent s'envole quand même pour alimenter les énormes ventilateurs de refroidissement d'un géant de la technologie. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon estiment que cela pourrait faire augmenter la facture d'électricité moyenne des Américains d'environ 8% d'ici 2030, et dans les régions les plus touchées de Virginie, de plus de 25%. Il n'y a tout simplement pas assez d'énergie ni d'argent pour financer cela. Alors, certaines entreprises en ont eu assez d'attendre. Au lieu d'attendre des années et que le réseau électrique rattrape son retard, elles ont construit leur propre centrale électrique, à côté des centres de données. Et une entreprise a poussé cette idée à l'extrême. Pour alimenter Colossus, le superordinateur qui entraîne le chatbot Grok d'Elon Musk, XAI a déployé une flotte de turbines à gaz à South Memphis. L'ensemble du site était opérationnel en moins de 122 jours. Un projet qui aurait normalement pris des années. Lorsque le Southern Environmental Law Center a fait voler des drones thermiques au-dessus du site, il a compté environ 35 turbines, la plupart sans permis d'émission. Juste sous le vent se trouve Boxtown, un quartier qui a passé des décennies entouré de raffineries et d'usines chimiques. Les habitants ont commencé à se présenter aux audiences publiques, en décrivant une odeur d'œufs pourris dans l'air, et des enfants ayant une respiration sifflante toute la nuit. Memphis reçoit déjà un F pour la pollution à l'ozone de la part de l'American Lung Association, et le risque de cancer à Boxton est environ 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Les chercheurs de l'Université du Tennessee ont analysé les données satellites sur une période donnée, et ont constaté que les niveaux maximaux de dioxyde d'azote près du site avaient augmenté d'environ 79% par rapport à avant l'arrivée de XAI. Les turbines ont été qualifiées de temporaires, une astuce qui leur a permis de continuer à fonctionner et de contourner la réglementation. Des poursuites judiciaires ont suivi, mais au moment où l'affaire a progressé, le service fonctionnait déjà depuis 1 an. L'électricité n'est pas la seule ressource que ces centres de données consomment.
Dans le comté de Newton, en Géorgie, à environ 1h30 à l'est d'Atlanta, Beverly et Jeff Morris vivent à 300 mètres d'un centre de données de Meta. Leur maison fonctionne avec un puits privé, ce qui signifie que leur eau potable provient directement du sol. Cela a bien fonctionné pendant des années, jusqu'à ce que Meta commence les travaux juste à côté, en 2018. Quelques mois après le début des travaux, la pression de l'eau a diminué jusqu'à devenir un filet, puis elle s'est complètement arrêtée. Lorsqu'elle est finalement revenue, l'eau était brune et trouble. Beverly Morris a déclaré au New York Times qu'elle avait peur de boire l'eau provenant de son propre robinet. Le centre de données voisin utilise environ 500 000 gallons chaque jour, soit près d'un dixième de toute l'eau pompée par le comté de Newton. Les projections du comté montrent que la demande dépassera l'offre d'ici 2030, tandis que les habitants devront faire face à des factures d'eau qui devraient augmenter de 33% en seulement 2 ans, contre une hausse habituelle de 2%. Une étude financée par Meta a conclu que les activités de l'entreprise n'étaient probablement pas en cause, et que Meta a investi plus d'1 demi-million de dollars dans les écoles locales et les organisations à but non lucratif. Les puits privés comme celui des Morris ne sont pas couverts par la loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable, donc Meta n'a enfreint aucune loi. L'agence de protection de l'environnement est impuissante, donc Meta continue de puiser de l'eau pour refroidir les puces. Et ces centres sont insatiables. Une étude de 2023, menée par l'UC Riverside et l'Université du Texas, a révélé que l'entraînement d'un modèle, GPT-3, a utilisé environ 5,4 millions de litres d'eau douce, avant même que le public ne tape un seul mot. Les mêmes chercheurs ont découvert qu'un court échange d'environ 100 mots consomme presque une bouteille entière. Un centre de données Google à Papillon, Nebraska, a utilisé environ un demi-milliard de litres en 2024, soit plus de 600 piscines olympiques. Et ce n'est qu'un site parmi des milliers. Cette consommation quotidienne dépasse largement le coût unique de l'entraînement. À l'échelle nationale, les centres de données ont utilisé plus de 60 milliards de litres en 2023. Et le World Resources Institute prévoit que l'IA dépassera 1000 milliards de gallons par an d'ici 2030. En août 2025, le conseil municipal de Tucson a voté à l'unanimité, 7 voix contre 0, pour rejeter Project Blue, un campus de centre de données lié à Amazon qui aurait puisé des millions de gallons d'eau de la ville en plein désert. Les habitants avaient rempli la salle pendant des semaines sous une bannière où l'on pouvait lire « Pas de centre de données dans le désert ». Le temps d'une soirée, il semblait qu'une ville ordinaire pouvait dire non à un géant de la tech et faire en sorte que cela tienne. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le promoteur possédait déjà le terrain juste à l'extérieur des limites de la ville et a continué à construire malgré tout. Puis, au printemps 2026, l'entrepreneur a été surpris en train de puiser assez d'eau de Tucson pour alimenter 5 foyers pendant 1 an. La ville a coupé l'approvisionnement. La maire Regina Romero rédige des ordonnances pour se prémunir contre le prochain centre de données, car il y en a toujours un autre. Tucson n'était pas la seule. À The Dalles, dans l'Oregon, un site de Google a fini par utiliser près d'un quart de toute l'eau de la ville. L'entreprise s'est battue pour garder ses chiffres secrets auprès du public par le biais d'ordonnances judiciaires. Les installations plus récentes peuvent être refroidies par air ou par des systèmes en circuit fermé qui n'utilisent presque pas d'eau locale. Microsoft a converti 2 sites en Arizona pour faire exactement cela. Mais les plus gros consommateurs d'eau ne sont pas les nouvelles constructions, ce sont les anciens centres de données, ceux qui continuent d'aspirer des millions de gallons au lieu de les rendre à la rivière. Alors que les familles raccourcissent leurs douches et attendent la nuit pour arroser la pelouse, le centre de données au bout de la rue continue de pomper de l'eau à pleine capacité, chaque heure, chaque nuit. Emploi, électricité, eau, 3 batailles distinctes qui se déroulent dans différentes régions du pays. Mais elles ramènent toutes au même modèle économique. Rien qu'en 2024, Amazon, Microsoft, Google et Meta ont dépensé plus de 200 milliards de dollars pour construire des centres de données pour l'IA, soit une augmentation de plus de 60% en une seule année. Le cabinet de conseil en gestion McKinsey prévoit que 5,2 billions de dollars y seront investis d'ici 2030. Cet argent sert à acheter le terrain, l'électricité et l'eau. Mais il y a une chose de plus que cet argent permet d'acheter. Quelque chose que personne n'approuve. Les textes. L'art et le code récupérés sur Internet pour entraîner les modèles à la base. Pour les entreprises, c'est un investissement dans la plateforme du siècle. Pour les créateurs dont le travail l'a alimenté, cela paraît différent. Leur travail a été récolté gratuitement, puis loué à tous, au mois. Aucun d'entre eux n'a été consulté, aucun d'entre eux n'a été payé. Les éditeurs et les auteurs ont intenté des procès en masse, affirmant que leur travail avait été volé et utilisé pour entraîner l'IA sans autorisation. Les tribunaux n'ont pas encore tranché sur la limite légale, et jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été jugé illégal. Mais l'IA est construite à partir des écrits d'autres personnes, alimentée par l'électricité d'autrui, refroidie avec l'eau des autres, puis revendue à ces mêmes personnes comme étant du progrès. Désormais, les Américains commencent à s'en rendre compte. Les entreprises assurent que ces coûts sont temporaires. Google et Microsoft promettent tous deux qu'ils restitueront plus d'eau qu'ils n'en consomment d'ici 2030, et qu'ils continueront à passer à des énergies plus propres. Mais si vous avez déjà perdu votre emploi, que votre facture d'électricité vient d'augmenter, ou que l'eau commence à manquer dans votre ville, une promesse pour dans 4 ans ne ressemble pas vraiment à une réponse. Entre mai 2024 et mars 2025, cette colère a bloqué ou retardé environ 64 milliards de dollars de projets de centres de données à l'échelle nationale, selon Data Center Watch. Rien qu'en Virginie, 42 groupes distincts œuvraient pour ralentir ou arrêter de nouveaux projets. Personne n'est d'accord sur la façon d'y remédier.
Personne ne réclame une interdiction totale. Personne ne s'en réjouit non plus. C'est juste un pays pris entre le besoin de cet outil et le ressentiment qu'il suscite. La plupart de ces conflits se terminent de la même manière. Un conseil refuse l'accès à l'eau, comme l'a fait Tucson. Le comté voisin vend le terrain. Une commission d'État approuve l'alimentation électrique. Le bâtiment est quand même construit, en remplaçant sa consommation d'eau par une plus forte sollicitation du réseau électrique. Les habitants tirent toujours la même leçon. Le projet trouve presque toujours un moyen de les contourner. Il n'a jamais été question de savoir si l'IA allait arriver. C'était inévitable. La vraie question était de savoir si quelqu'un avait encore le pouvoir de l'arrêter. Au moment où nous avons commencé à nous poser cette question, la réponse était déjà non. Ce ne sont pas seulement les Américains ordinaires qui perdent confiance dans l'IA, ceux qui la développent aussi. Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi les chercheurs en IA démissionnent et paniquent en quittant le secteur, et pourquoi l'industrie s'effondre. Ou cliquez sur cette vidéo.